Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 21e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zevounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème Impact et enjeux des puits carbone sur les couverts océaniques et forestiers. Impact et enjeux des puits carbone sur les couverts océaniques et forestiers. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés l'honorable professeur Onésime Satogina, économiste environnementaliste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il aura le plaisir d'être à nos côtés à l'occasion de ce webinaire. Mais avant de lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter à nous, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, si vous souhaitez intervenir à l'occasion de ce webinaire, d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix en appuyant sur chat, écrire directement votre question dans la discussion ou votre commentaire, ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir, professeur. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants? Bonsoir, Monsieur Zavounou. Merci de m'avoir invité à cette présentation. Je m'appelle Satogina Honora et je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis économiste de l'environnement. Je suis également directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et DG par intérim de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. J'enseigne l'économie de l'environnement, j'enseigne le développement et durabilité locale. Donc, dans ce cours-là, on initie les enfants à la problématique environnementale et les cours pour leur montrer l'importance de pouvoir s'engager dans la durabilité et la neutralité carbone dans nos économies actuellement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Entre-temps, je fais des travaux également sur la protection de la forêt. Je fais des travaux également sur tout ce qui est déchets électroniques, comment est-ce qu'il faut les gérer pour pouvoir assainir l'environnement. Et je crois que des travaux sur l'économie verte, je les conduis également. Donc, voilà un peu ma tasse de thé par rapport à ce que je fais tous les jours. Merci bien. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. Les puits carbone, tels que les forêts et les océans, absorbent une part significative du dioxyde de carbone produit par les activités humaines. Elles aident ainsi à freiner le réchauffement climatique. Cependant, la déforestation massive, l'acidification des océans et la destruction des habitats naturels réduisent leur efficacité, compromettant ainsi leur capacité à jouer leur rôle crucial dans la stabilisation du climat. Ce présent webinaire aidera tout un chacun d'entre nous à comprendre les dynamismes que sont les couverts océaniques et forestiers, les menaces auxquelles elles font face et bien évidemment les stratégies nécessaires pour renforcer la résilience et le rôle de ces régulateurs. Professeur Satogina, vous qui êtes un expert du domaine, que doit-on comprendre lorsqu'on parle d'impact et d'enjeux des puits carbone sur les couverts océaniques et forestiers? Merci beaucoup, Monsieur Zavounou. Bonsoir une fois encore à tous nos invités. Je crois que nous avons en face de nous une thématique très importante pour notre humanité à son étape actuelle d'évolution. On est en train d'aborder la question de
du volume de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Et ce volume d'accumulation est de plus en plus inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu très intéressant et très important de pouvoir discuter de cette thématique. Donc, au cours de cette présentation, nous allons voir un peu quel est le mécanisme de séquestration du carbone au niveau des forêts et quel est le mécanisme de séquestration du carbone au niveau des fonds marins, afin de nous rendre compte que ces deux systèmes et ces deux écosystèmes sont des pompes naturelles qui absorbent le CO2 de l'atmosphère et les met, n'est-ce pas, au niveau des endroits pour les stocker, pour stabiliser le volume de CO2 dans l'atmosphère. Donc, nous avons ce plan-là que je vous présente, un plan en 5 points. Nous avons une introduction et un contexte. Ensuite, nous avons les puits carbone forestier, les puits carbone océanique, les stratégies, les synergies entre ces deux écosystèmes notamment. Après, nous allons voir l'impact des activités humaines sur ces écosystèmes-là. Et nous allons voir ensuite les enjeux au niveau politique, au niveau de la restauration des écosystèmes, au niveau technique et les enjeux économiques. Et on finira par les enjeux de sensibilisation et quelques recommandations pour terminer. Alors, nous pourrons dire que les puits carbone sont dans un contexte actuel où nous parlons tous de réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique n'est plus une question n'importe qui. Avant, on pouvait se douter s'il y a effectivement changement climatique ou pas, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les changements climatiques sont effectivement une réalité. Donc, nous sommes dans une phase de transition écologique où il nous faut pouvoir retrouver une certaine neutralité carbone. Donc, il faut qu'on arrive à une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apporte des solutions globales et pérennes aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. La transition écologique dans le domaine des forêts et des océans donc vise à permettre à l'utilisation de ces écosystèmes afin de les aider à préserver leur stock de carbone sans que ces stocks de carbone ne se déversent encore dans l'atmosphère pour pouvoir compromettre l'équilibre au niveau de notre environnement. Alors, les manifestations des changements climatiques sont aujourd'hui telles que nous avons des feux de brousse, des feux de forêt qui sont de plus en plus recrudescents. Nous avons des inondations dans des endroits où on ne les a pas. Ce n'est pas tant les inondations et les feux de brousse qui sont le problème, c'est leur recrudescence et leur accélération dans le temps, leur accumulation dans le temps qui font que ça devient préoccupant. On a des vents violents qui normalement arrivaient 2 ou 3 fois dans une année, ils viennent presque tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, ça devient de plus en plus accéléré. Dans la fonte des glaciers qui occasionne, n'est-ce pas, la montée du niveau des océans, ce qui provoque une inondation et une avancée de l'océan dans tous les pays côtiers, ce qui fait que tous ces pays qui fait que la mer constitue un danger pour ces pays parce qu'elle progresse et rogne de l'espace. Alors, donc, nous avons au niveau mondial environ 10 milliards de tonnes de CO2 qui est émis par année. Et on a à peu près une trentaine de pourcentage de ces stocks de ces CO2 qui sont stockés dans les forêts. Et on a à peu près 25% qui sont au niveau des océans et 45% dans l'atmosphère. Donc, on se rend compte que à peu près 45% de stock de CO2 émis dans l'année est stocké à la fois par les forêts et par les océans. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de ces deux écosystèmes. Nous allons donc voir un peu les puits de carbone océaniques. Comment ça se passe? Au niveau des océans, nous avons ce qu'on a appelé les phytoplanctons, qui sont en fait des végétaux, des petits végétaux minuscules qui sont des particules en fait qui constituent la première chaîne initiale, n'est-ce pas, de la végétation au niveau des océans. Ces phytoplanctons sont formés par les zooplanctons. Or, ce phytoplancton, lui, il absorbe le CO2 de l'atmosphère. Lorsqu'il l'absorbe, il le conserve pour pouvoir former le squelette, n'est-ce pas, de sa structure. Et lorsque les zooplanctons les mangent, ils consomment ainsi donc le CO2. Ce CO2, ces zooplanctons sont à leur tour mangés par les animaux marins
Donc, ça rentre dans leur chaîne alimentaire. Et lorsque ces animaux marins meurent, on a une partie de la décomposition qui renvoie, n'est-ce pas, ce CO2 qui est accumulé dans le corps au niveau des fonds marins pour rentrer dans la minéralisation ou dans la sédimentation, ce qui fait que ces CO2 se retrouvent ainsi dans le fond des océans et sont donc stockés. Donc, c'est pas ce processus-là que les océans arrivent à capter le CO2, n'est-ce pas, de l'atmosphère, les renvoie vers le fond marin par le processus de la consommation de la chaîne alimentaire au niveau des océans. Donc, l'océan constitue un grand puits qui absorbe, n'est-ce pas, le CO2 de l'atmosphère vers les fonds marins. Donc voilà un peu le cycle qui est retracé ici. Il y a la consommation du CO2, il y a la consommation par les zooplanctons, et d'abord par les phytoplanctons et après par les zooplanctons. Cette consommation est amenée à la consommation des phytoplanctons par les marins. La décomposition entraîne une minéralisation et la libéralisation du carbone. Cette libéralisation du carbone renvoie à la sédimentation et à la minéralisation et puis un enfouissement dans les fonds marins et ce qui entraîne la séquestration. Ici, voilà ce que nous avons présenté schématiquement. Voilà, quand on prend en grandeur nature, voilà comment on peut le photographier. On voit le CO2 de l'atmosphère qui est absorbé par l'océan. À ce niveau-là, le carbone est consommé par les zooplanctons et les phytoplanctons. Et avec la décomposition, on assiste à la minéralisation et le CO2 est enfoui et descend avec les éléments organiques vers les fonds marins pour être encore séquestré. Alors, au niveau de la forêt, quel est le mécanisme? Le mécanisme est presque la même chose si on veut avoir du point de vue caricatural, parce que la forêt constitue également un autre système d'absorption du puits. Donc, on se rend compte qu'au niveau de la forêt, on a le processus de la photosynthèse qui fait que nous avons le CO2 qui est capté à partir de l'atmosphère. Ce CO2 est utilisé dans le processus, n'est-ce pas, de la transformation au niveau de la plante, la photosynthèse, et cela permet le maintien du carbone dans les plantes et les arbres. Alors concrètement, au niveau de la forêt, comment ça se passe? On a le cycle du carbone. Et dans ce cycle du carbone, le processus biochimique qui se déroule est le suivant. Nous avons la photosynthèse, la consommation, nous avons la respiration, la décomposition et la fermentation. La déforestation à son tour va donc permettre à ce que tout ce qui avait été séquestré, non seulement stocké dans les arbres, les troncs, les racines, tombe dans le sol avec la décomposition de la forêt. Quand la forêt est décomposée naturellement par les feux de brousse, cela libère les CO2 dans l'atmosphère. Quand les arbres tombent et se décomposent dans le sol, les forêts donc les CO2 rentrent dans le sol forestier. Donc, à quoi sert donc le CO2? Le CO2 rentre dans le processus, n'est-ce pas, de la décomposition de la photosynthèse, qui à son tour permet à la plante de pouvoir libérer de l'énergie du sucre qui rentre dans le métabolisme de la plante pour sa croissance, et cela génère également de l'oxygène. Or, l'oxygène est très important pour la vie. L'oxygène est important pour la vie, donc les êtres vivants transforment l'oxygène en CO2, et tandis que les plantes, eux, transforment le CO2 en oxygène. Donc, on voit que entre les êtres vivants et les végétaux, il y a un phénomène, l'un produit ce dont l'autre a besoin. Nous avons besoin d'oxygène pour pouvoir vivre. Les forêts les produisent et nous les utilisons. Les forêts ont besoin de CO2, nous on les produit et ils les utilisent et nous renvoient l'oxygène. Donc, le problème, c'est pas que l'oxygène soit, le CO2 soit un grand problème naturellement. Non, naturellement, le CO2 avait été prévu pour pouvoir permettre aux forêts de grandir. Mais le problème, c'est que c'est lorsque l'homme continue maintenant par produire à travers ces différents processus industriels plus de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et qui dépasse les processus que la Terre peut naturellement recycler, alors le surplus crée un déséquilibre. C'est la raison pour laquelle le CO2 constitue pour nous aujourd'hui un problème. Sinon, le CO2 en lui-même est un élément très important pour la vie sur Terre. Alors, les forêts sont donc une source de stockage important du CO2. Ce que nous recherchons dans notre vie actuellement, c'est que cette quantité de CO2 qui est émise soit éliminée, et on se rend compte que à la fois la forêt
à la fois les océans constituent des puits naturels qui contribuent lourdement et grandement à la stabilisation, donc à la pompe, à l'absorption de ce CO2 de l'atmosphère à la fois vers les forêts et à la fois vers les fonds marins. Donc, ces deux écosystèmes convergent dans leur rôle d'absorption du CO2. Et donc, ils sont très importants pour l'espèce humaine et sont très importants pour la vie sur Terre. Alors, donc, comme je le dis, donc, les puits forestiers et océaniques sont des systèmes donc, naturels tels que les océans et jouent un rôle très important et crucial dans l'absorption et le stockage de CO2 de l'atmosphère. Alors, les puits de carbone océanique, lorsque nous avons les activités humaines, comme j'ai dit, ils constituent, entre autres, à la déforestation. Pour des raisons économiques, nous avons des industries qui tournent à plein temps et qui émettent beaucoup de CO2. Ces CO2 sont donc immédiatement retrouvés au niveau de l'atmosphère et nous rendent ainsi plus vulnérables parce que nous allons assister à l'échauffement de notre planète. La pollution marine, à son tour, à partir des plastiques et des procédés industriels et chimiques qui libèrent des eaux usées que nous déversons dans l'océan, ces déversements dans l'océan constituent ce qu'on peut appeler l'acidification au niveau des océans. L'acidification au niveau des océans constitue ou bien empêche ou diminue la capacité des phytoplanctons à pouvoir jouer leur rôle de captation du CO2. Ça fait que les océans vont capter moins de CO2 et nous laisse donc dans notre problème. On se rend compte que les deux pompes naturelles que constituent les forêts et les océans ont leur activité empêchée du fait de l'activité humaine. L'homme détruit la forêt, soit par les coupes, l'homme détruit la forêt par les feux de brousse, et lorsque la forêt et les coupes et les feux de brousse font place à le désert, c'est que nous rencontrons des problèmes parce que le volume de CO2 stocké pendant des siècles est donc libéré dans l'atmosphère. Lorsque nous déversons beaucoup de substances dans les océans qui empêchent les phytoplanctons de jouer leur rôle de pompe et d'absorption, on libère ainsi, on empêche ainsi l'océan de jouer son rôle de pompe et d'aspiration du CO2. C'est la raison pour laquelle cette thématique est très importante et pose donc la problématique de la gestion des stocks de carbone dans notre atmosphère. Donc, on voit ici que voilà les activités fondamentales qui contribuent à la libération de CO2, la déforestation, les feux de bois, les coupes de bois. Bon, et puis, les déserts qu'on laisse derrière nous à cause de l'exploitation malsaine, n'est-ce pas, de la forêt. Au niveau des océans, nous avons l'acidification, comme j'ai dit, comme conséquence. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. L'acidification qui laisse place, n'est-ce pas, qui laisse les phytoplanctons incapables de pouvoir absorber le CO2. Et au niveau des effets du changement climatique, nous avons cet enjeu qui est l'enjeu important aujourd'hui parce que qu'est-ce que nous devons faire au niveau politique, au niveau social et au niveau de nos ambitions pour pouvoir corriger les problèmes que nous causons à l'environnement. Il faut se dire que au niveau politique, les accords vont le faire. Parce que lorsque nous parlons de changement climatique, étant donné que ce ne sont pas des changements climatiques qui ont des impacts forcément locaux, parce que quelqu'un qui pollue en Chine ou à Washington a des effets sur l'environnement global. Donc, même si on n'est pas impliqué directement, on est impacté. C'est la raison pour laquelle les changements climatiques sont une thématique qu'il faut traiter avec des accords, avec des ententes. Parce que ce n'est pas seulement un individu qui pollue son environnement qui est impacté, c'est tout le monde. Et comme c'est tout le monde, personne n'est vraiment motivé à le faire spontanément. C'est la raison pour laquelle il faut donc des ententes, donc des réglementations, des décisions. Donc, on a les accords de Paris, les accords sur la déforestation, les accords sur la protection des océans et puis les activités locales également doivent être réglementées. Le rôle du gouvernement est crucial parce que le gouvernement constitue les dépositaires du pouvoir public. Donc, ils doivent pouvoir jouer un rôle très important en prenant en compte, n'est-ce pas, les recommandations des experts et les accords internationaux qui seront mis en place chez eux pour pouvoir assurer la gestion durable des océans et des forêts. Au niveau de la restauration, il faut que nous arrivions à nous dire que nous devons, dans notre activité économique, redonner aux forêts et aux océans
leur pouvoir de jouer ce rôle de puits d'absorption de CO2. Donc, il faut qu'on arrive à la reforestation. Je sais que chez nous, au Bénin, par exemple, le 1er juin est donc la journée de l'arbre chez nous. On fait des efforts. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons déforesté et que nous avons laissé derrière nous beaucoup de places sans forêt, avec la reforestation, on peut revenir encore à reforester et avoir des forêts qui vont continuer à jouer leur rôle. Donc, il faut pouvoir améliorer, n'est-ce pas, la biodiversité et les services écosystémiques. Au niveau des technologies, nous avons donc beaucoup de structures, des universités, des chercheurs qui se sont rendus compte qu'on peut essayer d'imiter un peu la nature, puisque nous avons freiné les processus naturels d'absorption de CO2. Avec la recherche, on peut activement donc contribuer à cette absorption. Le problème, c'est que la technologie existe, on peut donc séquestrer le carbone activement nous-mêmes. C'est-à-dire que les grosses structures qui émettent du carbone, on va mettre en place des dispositifs qui permettra, n'est-ce pas, de limiter le processus naturel. Le seul problème que nous avons, c'est que c'est très coûteux et par conséquent, pas facile et on n'est pas souvent prêt à mettre les ressources qu'il faut pour pouvoir les faire. Alors, au niveau des enjeux économiques, nous devons savoir qu'il nous faut rentrer dans une économie verte. Alors, nous devons changer de comportement, changer nos modes de production et de consommation pour éviter de compromettre notre environnement parce que nous recherchons les ressources, les moyens pour pouvoir vivre. On ne va pas trouver les ressources et à les utiliser entièrement encore pour corriger nos défauts. C'est la raison pour laquelle les enjeux économiques sont très importants. Il faut que nous puissions arriver à le réaliser. Donc, lorsqu'on se rend compte que les forêts sont déforestées et qu'il y a beaucoup d'effets sur la nature, les hommes sont quand même disponibles et disposés à contribuer à la restauration. Donc, les enjeux économiques nous amènent à demander est-ce que les populations sont prêtes à pouvoir contribuer à la reforestation, donc à restaurer les services écosystémiques. On se rend compte que oui, ils sont très dévoués et ils sont prêts à payer un prix pour qu'on puisse revenir encore à l'équilibre. En conclusion, on peut dire que nous reconnaissons tous aujourd'hui l'importance cruciale des puits carbone pour notre planète parce que ces puits carbone sont des systèmes naturels qui absorbent le CO2 émis par les hommes dans l'atmosphère, parce que c'est le CO2 émis par les hommes qui est le problème. Les puits de carbone se trouvent donc à la fois au niveau des forêts et au niveau des océans. Leurs problématiques et leurs enjeux sont très connus parce que quand on empêche leur fonction, le carbone stocké se libère dans l'atmosphère et aggrave le processus de réchauffement et donc des changements climatiques. Les actions correctives doivent être donc émises au niveau à la fois individuel et collectif. Nous avons des résistances qui existent, mais avec les négociations, on pense qu'on pourra y arriver. Au niveau des forêts, il faut pouvoir mettre un terme à la déforestation. Il faut mettre en état les terres dégradées et développer l'agroforesterie. Il faut utiliser les forêts de manière durable et créer la chaîne des valeurs vertes. Au niveau des océans, il nous faut parvenir à limiter le rejet des plastiques dans les océans. Il nous faut arriver à limiter les rejets des déversements chimiques et biochimiques dans les océans. Il faut les nettoyer pour permettre aux phytoplanctons de retrouver leur capacité de captage de CO2. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur Sato Guina, pour toutes ces différentes explications que vous avez partagées avec nous. Elles nous sont allées droit au cœur. À présent, nous avons quelques petites préoccupations. Et avant de donner la parole à tous ceux qui sont sur la plateforme, de poser directement leurs questions au professeur Sato Guina, je rappelle une fois de plus que pour intervenir à l'occasion de ce webinaire, vous avez deux possibilités. La première consiste tout simplement à écrire votre commentaire dans la discussion ou votre question pour qu'on puisse le relayer à l'antenne ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Professeur Sato Guina, avant que l'on obtienne la première question, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes étudiants qui travaillons peut-être dans divers domaines, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger notre cadre de vie? Parce que nous savons que nous le voulions ou pas, nous allons laisser notre environnement, notre milieu de vie aux générations qui viennent. Protéger l'environnement, c'est une chose, mais on doit aussi manger.
Si on nous empêche de couper des arbres, de faire certaines choses, est-ce qu'on pourra pouvoir manger? Est-ce qu'on aura quand même le nécessaire pour assumer les besoins fondamentaux dont nous avons besoin? Comment on peut concilier les deux, à votre avis? Alors, merci beaucoup, M. Zevounou. Je pense que la conciliation des deux est possible. Le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas un problème environnemental, nous avons un problème économique. Parce que c'est à cause de l'économie que l'on dégrade l'environnement. C'est à cause de l'économie que les couverts végétaux partent en fumée. C'est à cause de l'économie que l'océan reçoit beaucoup de déversements maladroits. Alors, on ne va pas demander aux hommes de ne pas faire de l'économie, mais on peut vivre de façon raisonnable. L'environnement, nous sommes arrivés à le voir et on va partir, on va le laisser. La problématique, c'est est-ce qu'on va le laisser dans un meilleur état pour les générations à venir ou dans un mauvais état. Tout porte à croire que tout ce que nous faisons aujourd'hui nous amènera forcément à laisser notre environnement dans un mauvais état. Alors, regardez un peu ce qui se passe au niveau des différents accords sur le climat. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on parle de l'accord sur le climat et on n'a pas eu de résultats substantiels au niveau mondial. Et il y a quelques États qui ont eu des résultats spectaculaires qu'on peut citer apparemment comme le Costa Rica, des petits États qui ont fait quand même de gros efforts. Parce que les pays qui sont industrialisés ne veulent rien perdre de leur place de premier mondial. Parce que au moment où nous étions au niveau de la révolution industrielle et il faut choisir les sentiers de développement, toutes les options étaient sur la table. C'est-à-dire que on avait eu les sentiers qui nous amènent à utiliser beaucoup de combustibles fossiles. Il y a les sentiers qui nous amènent à utiliser moins de combustibles fossiles. Il y a les sentiers qui nous amènent à utiliser plus d'énergie renouvelable pour pouvoir alimenter notre industrie qui était naissante. Le débat avait eu lieu à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que les économistes ont comme leitmotiv utiliser les matières premières et les ressources pour avoir le maximum de profit. Voilà le mot-clé, le maximum de profit. Et cette affaire de maximum de profit a amené donc l'homme à choisir le sentier qui détruit, notamment les combustibles fossiles étant les moins chers. L'économiste étant placé au début de la chaîne se dit, je dois utiliser les matières les moins coûteuses possibles, les matières les moins chères possibles et avoir le maximum de profit. Donc, c'est consciemment que les hommes ont choisi d'utiliser les combustibles fossiles. C'est depuis ce moment qu'on avait attiré l'attention des hommes d'affaires sur le fait que ce chantier va nous amener dans le mur. Et comme ils savaient tous que les preuves n'étaient pas rétablies, en ce moment, parce que c'est seulement ceux qui ont fait les études, qui ont donc vu à travers les faits et les laboratoires l'intuition de ce qui va arriver. Comme ces hommes d'affaires étaient comme ça, ils ont donc dit, non, mais étant donné que nous n'avons pas les preuves, on ne peut pas suivre ce que vous dites. Or, ils savaient très bien que ce qu'on disait était vrai, mais comme on ne peut pas démontrer le tout, ils ont demandé alors aux chercheurs d'établir que ce sentier-là va amener des dérangements au niveau du climat avant qu'ils ne changent leur comportement. Ça a duré près de 40 ans qu'on ait les éléments de preuve incontestables. Pendant tout ce temps, ils ont continué à polluer et ils ont continué à avoir des habitudes qui aujourd'hui sont difficiles à laisser parce qu'ils se sont habitués à consommer des combustibles fossiles moins chers et à avoir le maximum de bénéfices. Et conséquence, lorsqu'on est maintenant dans les faits de ce qu'on projetait, parce qu'on a dit à long terme, il y aura des difficultés. On est déjà aujourd'hui dans le long terme et on est dans les difficultés. Et ceux-là, ils ne disent plus rien. Ils ne disent plus rien. Donc, je me dis, nous pouvons changer les choses si nous arrivons à avoir des accords que tout le monde va respecter. Et c'est là le gros problème. Comment vous voulez qu'un Béninois aille contrôler un Américain ou un Chinois? Comment vous voulez qu'un Chinois aille contrôler, c'est pas moi, un Japonais ou bien un Anglais ou un Français? Donc, la pollution se fait au niveau local, mais les conséquences sont au niveau global. Donc, c'est tout l'enjeu, ça. Donc, ce n'est que par les accords qu'on peut régler ce problème. Et on se rend compte qu'au niveau des accords, tout ce qu'il faut faire est sur papier et connu. Mais ceux qui doivent les mettre en œuvre ne les signent pas, ne les ratifient pas, et par conséquent, on est dans des difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis que chacun va faire l'effort qu'il peut à son niveau, puisque je ne peux pas être un pays pauvre comme le Bénin
et prétendre tourner mon industrie avec des énergies renouvelables qui sont très chères et concurrencer un pays qui est développé et qui a déjà beaucoup pollué et qui continue de polluer et produire à moins de coûts pour vendre le marché et pour penser être concurrentiel. On ne peut jamais être concurrentiel si nous produisons seuls avec les énergies renouvelables. Mais si l'accord nous amène tous à produire avec les énergies renouvelables, alors on a réussi à implémenter une solution qui nous rend la neutralité carbone. Comment on va faire pour pouvoir amener tout le monde à cette décision de changer l'usage des combustibles fossiles? Même si on n'arrive pas à changer tout, on peut avoir des pourcentages qu'on va changer. Mais malgré ces pourcentages, on se rend compte que depuis les accords de Kyoto jusqu'à aujourd'hui, aucun des pays industrialisés n'a réalisé vraiment l'espoir qu'on attend. Ça veut dire que c'est compliqué. Donc, l'espoir est permis, mais les résultats sont encore très lointains. On doit pouvoir continuer à produire, on doit continuer à manger, on doit continuer à pouvoir tourner notre économie, mais on doit dire que nous avons un effort à faire pour laisser un environnement à notre génération future, et cela ne peut que se faire que par des accords et des négociations. Donc, les négociations sont possibles. Les chercheurs ont démontré qu'il est possible de changer le sentier, mais le monde économique est réticent. La classe économique est réticente. Alors, je crois qu'il faut agir sur les collectivités, il faut agir sur les citoyens. Merci beaucoup, professeur. Alors, entre-temps, il y a eu quelques questions dans la discussion. La première question nous vient de M. Jordan Bopé. Il demande, est-ce qu'au Bénin, on a des études régulières sur l'état de nos puits carbone? Est-ce qu'au Bénin, on a des études régulières sur l'état de nos puits carbone? Voilà la première question qu'a posée M. Jordan Bopé. Oui, alors, merci beaucoup. Il faut dire que nous avons quand même quelques études. On n'a pas toutes les études, on a quand même quelques études. Alors, il faut dire que nos forêts sont détruites très souvent. Nos forêts sont détruites très, très souvent. Et puis, quand vous allez voir les forêts qui sont au niveau du nord du Bénin, qui sont les forêts les plus denses, elles ont été coupées très régulièrement. Et donc, quand on va dans la zone Bacilla, la zone des Trois-Rivières et consorts, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Alors, pour pouvoir essayer de fixer un peu la chose, nous, au niveau du Fonds national de la recherche scientifique, on a financé un projet pour essayer de pouvoir quantifier et documenter le puits de carbone qu'il y a au niveau de la forêt de la Lama. Ça a été très impressionnant. Ça nous a permis de pouvoir avoir au moins une situation de référence. Je crois que ce projet nous a coûté à peu près 40 millions. Donc, on a mis les universités là-dessus, les géographes et les agronomes, les agroforestiers, et on a essayé donc de pouvoir parcourir toute la forêt de la Lama pour pouvoir quantifier le carbone qui est séquestré. Ça nous permet d'avoir une situation de référence qui nous permet de pouvoir avoir recours à des projets RED pour pouvoir continuer à maintenir et à stabiliser la forêt. Au niveau de la zone du nord, on a prévu faire une seconde phase de l'étude pour voir ce qui reste. Ce qui reste, comment est-ce qu'on peut quantifier? Parce que l'État a également pris aussi des dispositions aujourd'hui pour protéger davantage les forêts. Mais il faut dire que les coupes nocturnes et les coupes sauvages continuent toujours d'avoir lieu. Et par conséquent, dans le nord, on n'a pas assez d'informations sur le stock actuel, mais on sait quelle est l'ampleur du dégât. Donc, c'est des études à venir. On va le faire pour avoir la situation complète du pays. Merci beaucoup, Il faut, professeur. il faut aussi dire que dans les communications nationales, on essaye quand même de renseigner par rapport à ce qui existe actuellement. Mais c'est que je sais, comme je participe aussi aux communications nationales, je sais qu'il n'y a pas d'études fines, approfondies comme celles qu'on a menées dans la LAMA pour pouvoir avoir des informations précises. On fait de l'approximation et de l'interpolation linéaire. Merci beaucoup, professeur. Une autre question de M. Niquez Blé aussi. Il demande, il dit merci beaucoup pour la présentation, professeur. Je voudrais savoir si au Bénin, si le Bénin dispose des entreprises et des ONG qui interviennent dans le carbone forestier. Si oui, donnez quelques exemples. Est-ce qu'il y a des entreprises Bon, spécialement au Bénin qui travaillent dans ce secteur? Bon, les entreprises qui travaillent dans ce secteur, à part les ONG qui sont dans la protection de l'environnement,
je n'en connais pas vraiment trop parce que lorsque vous voulez travailler dans ce type de domaine, il vous faut avoir des financements étrangers, il faut être soutenu par des ONG internationales ou des organismes internationaux qui sont dans la protection de la forêt. C'est vrai que ces organismes existent au niveau international, mais au niveau du Bénin, les sociétés qui travaillent sur la protection des forêts, il n'y en a pas trop. Je n'en connais pas vraiment. On sait seulement ceux qui détruisent les forêts. Et lorsqu'on va vers eux pour soulever la problématique de la protection de l'environnement, tout le monde comprend, mais personne ne fait rien. Donc, je crois que c'est un domaine où on peut encourager les jeunes à s'organiser, soit en association ou en ONG ou en entreprise protectrice de l'environnement, et aller à la recherche de ces fonds qui existent et qui peuvent s'investir pour la protection de l'environnement. Je sais que Nature Tropicale fait beaucoup de choses au niveau des espaces marins. Je sais aussi qu'il y a des ONG qui s'occupent de la protection des forêts. Et au niveau local, nous avons les forêts, et ce que le PNUD a financé, des projets qu'on appelle la protection des forêts sacrées. Ça a permis d'identifier toutes les forêts sacrées au niveau du Bénin et on a essayé d'organiser les jeunes de ces localités-là à pouvoir développer des activités génératives de revenus au niveau de ces forêts pour pouvoir les maintenir. On a des ONG comme celui de il y avait un ancien forestier qui est déjà à la retraite, qui a une ONG au niveau de Porto-Nouveau. J'ai oublié un peu son nom. Ils ont également une ONG pour essayer de reforester les forêts. On a également un autre projet pour toujours financé par le PNUD pour refinancer, pour replanter par exemple les mangroves avec les palétuviers, parce que c'est aussi de grands réservoirs de carbone, donc de grands puits de carbone qui sont détruits avec l'activité humaine. Donc, je pense que dans le domaine, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a également le fonds pour le microfinancement des fonds FEM, et ces fonds contribuent normalement à développer des activités génératives de revenus au niveau des forêts et à également reforester certaines forêts qui ont perdu certaines espèces pour leur donner leur pouvoir de départ et leur capacité à continuer à séquestrer donc de carbone. Donc, je pense que les entreprises vraiment économiques comme ça, on n'en a pas directement, mais les petites ONG qui s'occupent de la protection de l'environnement, on en a. Et on sait qu'il y a également quelques sources de financement des fonds des Nations Unies, des fonds de certains organismes internationaux qui financent ce type d'activité. Donc, on peut encourager les jeunes à aller dans ce sens pour pouvoir tirer ces ressources et contribuer à la protection de notre environnement. Merci beaucoup, Merci. professeur, pour votre développement. Une autre question de Monsieur Bonou Samson. Il dit, bonsoir, professeur, merci beaucoup pour votre développement. Donc, si je comprends bien, nous, jeunes, ne pouvons rien faire pour corriger le problème, d'après vos explications. Nous, jeunes, ne pouvons rien faire pour corriger le problème. Oui, on va pas régler la question de ce coup. C'est que au final, on va dire que c'est vers quoi on tend si on reste tous tranquilles et qu'on ne fait rien. Mais des actions sont possibles. Comme je l'ai montré tout à l'heure dans une de mes slides, on peut reforester, on peut développer des activités génératives de revenus pour protéger la forêt. Ce qui est sûr, vu l'ampleur du phénomène, chaque action compte certes, et c'est à ce niveau que chaque jeune qui s'organise va pouvoir faire quelque chose. Mais de façon individuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire en face d'une forêt qui est détruite? Il faut des moyens pour avoir les plans pour être reforesté. J'ai participé à l'évaluation d'un projet qui est un projet biomasse énergie et financé par le PNUD. Et ce projet avait pour objectif de pouvoir replanter dans les zones des Trois-Rivières au nord pour pouvoir reforester. Mais on s'est rendu compte de la difficulté que nous avons eu à avoir les plantules à mettre en terre. Et il a fallu contractualiser avec les eaux et forêts pour qu'ils puissent nous reproduire les plantules qu'on va pouvoir donc entretenir pendant un temps avant de les mettre en terre, les arroser et les surveiller avant qu'ils grandissent et après leur croissance, il faut surveiller pour qu'on ne puisse pas couper. Alors, quand je prends un jeune qui est un singleton, qu'est-ce que lui peut faire face à l'ampleur de ce phénomène-là? Il ne peut rien faire. Mais quand il s'organise en ONG, en association, il constitue un corps organisé qui peut donc prendre des actions, rencontrer les autorités des secteurs, du secteur forestier notamment, rencontrer les mairies pour aider donc à rentrer dans la chaîne de l'entretien et de la protection de la forêt. À ce niveau-là, les jeunes ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer parce que, en tant qu'organisation non gouvernementale ou structure générative de revenus voulant agir dans
la protection de la forêt, il y a des ressources qui sont disponibles au niveau mondial qui peuvent capter ou faire. Mais les mains nues, sans ressources, sans technicité, sans rien, ils ne pourront rien faire malheureusement. Tout au moins, nous, on aura réussi, si les gens sont organisés, à protéger nos forêts au niveau local. Les autres peuvent des forêts. C'est vrai que l'effet est mondial, mais nos forêts vont constituer des puits pour absorber les CO2 que d'autres vont émettre. Mais nous, au moins, au niveau local, on pourra bénéficier tout au moins de l'oxygène que les forêts vont émettre dans notre environnement immédiat et on sera les premiers à pouvoir bénéficier de l'organisme, de l'oxygène dont notre organisme a besoin de temps. Donc, les jeunes, on ne peut pas exclure leur action, mais leur action sera limitée s'ils ne sont pas organisés. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, une question qui me vient à l'esprit. Vous qui êtes économiste environnementaliste, est-ce que vous encouragerez vos étudiants, les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, à se lancer dans de tels projets, des projets de protection de l'environnement? Est-ce qu'ils peuvent se lancer dans ce genre de projets et espérer, je dirais, espérer réussir leur vie? Est-ce que c'est rentable de se lancer dans ce genre de projet? Est-ce que si un jeune venait vous voir et vous dit, bon, voilà, cher professeur, voici, j'ai envie de me lancer dans tel projet au regard de ce que vous nous aviez dit, est-ce que vous pensez que je pourrais concilier mon travail et en même temps réussir ma vie? Oui, je pense que moi, je vais le conseiller d'aller là-bas parce que moi, je suis économiste de l'environnement. Donc, en plus d'avoir fait l'économie, j'ai aussi appris la problématique de l'environnement et de sa protection et ce qu'il faut faire pour pouvoir changer les choses. Moi, je vais les encourager, mais je vais en même temps leur dire que l'effet n'est pas un bénéfice immédiat à court terme. Mais c'est à long terme, à moyen et long terme qu'il faut espérer. Parce que, comme j'ai dit, au départ, c'est un investissement lourd. Il faut avoir les moyens pour pouvoir protéger la forêt. N'importe qui ne protège pas la forêt, c'est des ressources qu'il faut y mettre. Donc, lui, il ne peut pas aller dans une banque pour dire je veux protéger la forêt, on va lui passer de l'argent. Mais quelqu'un qui dit je veux couper les bois et vendre, il va à la banque, on lui prête de l'argent. La différence est à ce niveau-là. Donc, c'est un sacerdoce. Il faut avoir une passion pour la protection de l'environnement. Et il faut se dire qu'on ne va pas gagner tout de suite. Mais pendant le temps qu'il ne va pas gagner, c'est à travers les actions des ONG internationales, à travers l'appui des fonds des Nations Unies, à travers les fonds qui protègent l'environnement, que lui va faire la période de soudure qui sépare le moment où les activités génératives de revenus mises en place par ces jeunes au niveau des forêts vont commencer par donner des fruits. C'est à travers les soutiens de ces organismes qui peuvent s'en sortir. Donc, compte tenu du fait que je suis spécialiste de la thématique, je vais les encourager parce que c'est l'avenir qu'il faut regarder et non tout de suite. Mais puisqu'il vit déjà au présent, il peut combler donc le vide du présent en se basant sur ses fonds pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille. Nous avons des ONG qui font leur vie correctement. Hein. Nous avons EDID qui est une ONG et qui a fait beaucoup dans la protection de l'environnement. Nous avons Nature Tropicale qui sont des ONG qui font beaucoup dans la protection de l'environnement, mais ils vivent de ça. Ça veut dire que c'est possible. Il y a beaucoup d'autres que je connais aussi, hein, et que je ne vais pas forcément citer ici. Lorsque j'ai participé à la sélection des projets, des microfinancements du FEM, c'est des ONG qui gagnent ces fonds. Ils gagnent jusqu'à, c'est pas moi, 15 millions pour une période de peut-être un an. Ils gagnent 20 millions, ils gagnent 45 millions, ils gagnent 50 millions, 75 millions. Et les activités, c'est quoi? C'est protéger l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même faire quelque chose. Donc, on peut vraiment entreprendre quelque chose. Mais être une entreprise économique, c'est plutôt pour détruire qu'on vous donne les moyens. Mais être une entreprise pour protéger, vous n'avez pas beaucoup de gens, à part les organismes internationaux qui renvoient des fonds pour pouvoir assurer ce maillon qui est faible. Voilà. Donc, je vais les encourager à y aller par conviction. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Medaro souhaite parler. Nous allons lui donner la parole. Monsieur Medaro, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, merci bonsoir, beaucoup, monsieur. professeur, pour l'exposé. Et je vous ai suivi et à vous entendre. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les accords internationaux pour protéger notre environnement. À vous entendre. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans ce sens? Qu'est-ce qui se fait? À part ça,
Si on doit compter sur quelque chose aujourd'hui, c'est le reboisement. Maintenant, l'État central, qu'est-ce que l'État central fait dans ce domaine pour encourager le reboisement à grande échelle? Merci. Merci à vous, professeur. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Non, quand j'ai parlé des accords internationaux, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas compter là-dessus. C'est-à-dire que c'est un processus qui est trop long. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que depuis près de 30 ans, on est en train de parler des accords. Chaque année, on a au moins 2 événements sur la protection de l'environnement, sinon 4. Vous avez au niveau de Bonn, qui est le siège de la Convention internationale sur le changement climatique, le 9CCC. À ce niveau, il y a au moins 2 réunions annuelles des groupes techniques. C'est-à-dire, les grands experts se réunissent 2 fois pour donner les résultats des activités qu'ils mènent pour pouvoir donner des technologies et des renseignements et des informations sur la protection de l'environnement. 2 fois par an. Et on fait la conférence des parties 1 fois par an, toujours sur la même thématique. Et au niveau de la convention sur la déforestation et la désertification, on a également un autre événement qui se produit 2 fois par an. Regardez donc, dans une année, il y a au moins 5 fois qu'on se retrouve pour pouvoir parler de l'environnement et sa protection. 5 fois au moins dans une année. C'est énorme. Et ces 5 fois, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Donc, on dépense beaucoup pour pouvoir avoir des accords. Parce que les gens se disent, mais si on n'a pas les études, on ne peut pas faire des accords. Donc, les experts sont engagés. Ils travaillent tous les jours pour produire des résultats intéressants. Et les politiques doivent donc se réunir pour adopter. Pendant plus de 40 ans, on a eu beaucoup de choses qui sont adoptées. Regardez les accords de Paris. Quel est le pays qui l'applique effectivement maintenant sur ce niveau-ci? Donc, ce n'est pas que les accords sont inutiles. On doit continuer d'y travailler. Parce que l'humanité est têtue et n'attend que les grandes catastrophes pour changer de sens. L'humanité est têtue et n'attend que les catastrophes pour changer de direction. C'est le défi, ça. Donc, c'est difficilement qu'on adopte les accords, mais on va quand même continuer à y travailler, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le grand défi va être posé pour que tout le monde se dise, mais il faut qu'on change. Regardez au niveau, lorsque le Covid est arrivé, vous avez vu combien de milliards on a mis dans l'intervalle de quelques mois pour pouvoir trouver des vaccins. Donc, on attend aussi une grande catastrophe au niveau mondial pour que ceux qui traînent les pas tout le temps puissent dire, mais on va faire. Mais quand ils vont dire, on va faire, il faut qu'on ait ce qu'on doit faire. Il faut qu'on ait ce qu'on doit faire et qu'on ne nous mène pas dans des vaccins bidons comme ceux qu'on a connus au niveau de Covid. Donc, on doit encourager les experts à travailler. On doit encourager les accords à se faire pour que au moment où on va avoir une grande catastrophe, où on va se dire, mais comment faire qu'on puisse dire, voilà une solution. Alors, au niveau de notre pays, vous avez demandé comment est-ce que l'État fait pour qu'on puisse reboiser à grande échelle. Alors, reboiser à grande échelle, c'est une question de politique. L'État a déjà la volonté de produire des jeunes plants pour qu'on puisse replanter. Vous avez vu qu'au niveau des 1er juin, il y a quand même du reboisement qui se fait. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est des moyens qu'il faut. Donc, c'est une volonté politique qui va dépasser la seule étape d'intention et de donner plus de moyens pour le reboisement. Il se trouve que nous avons un gouvernement qui n'a pas assez de moyens et qui a tous les problèmes à régler. Il faut construire les hôpitaux, il faut construire les écoles, il faut les équiper, il faut donner des bourses, il faut construire les routes, il faut construire les marchés, il faut, et il faut aussi mettre les forêts. Conséquence, le gouvernement a très peu de moyens pour pouvoir mettre dans la forêt. Ils mettent le peu qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, normalement, on doit donner plus de moyens et plus de possibilités aux mairies, aux communes, de pouvoir organiser leur population, avoir des jeunes à qui on donne cette activité-là, qu'on les finance et qui mettent en terre et entretiennent les plantes qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir replanter et reforester nos forêts. C'est la raison pour laquelle je dis que les jeunes sont un maillon très, très important pour la chaîne de la correction du problème, parce qu'on peut les mettre dans une chaîne de production à grande échelle pour qu'on puisse avoir au niveau de chaque commune les forêts qui sont à reboiser, qu'on les identifie et qu'on mette les moyens au niveau des jeunes pour que cela se fasse. Mais laisser le tout à l'État central, il le fera suivant ses moyens. On a vu dans les pays développés comme l'Europe, les forêts primaires sont détruites complètement déjà une fois. Eux, ils ont expérimenté ce qu'on appelle l'absence de la forêt une fois dans leur vie. Les pays européens ont détruit toute la forêt naturelle au départ. Donc, tout ce que vous avez au niveau de l'Europe aujourd'hui, c'est des forêts reboisées. Ils ont reconstitué la forêt. C'est possible parce qu'ils ont les moyens. Chez nous aussi, c'est possible, mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on règle ça.
comment faire pour qu'on le fasse et qu'on le fasse à moins de coûts. C'est en introduisant les jeunes dans le système, en leur trouvant des petits jobs pour pouvoir cultiver ces plantes-là et organiser les séances de plantation continue et qu'on n'attende pas forcément le 1er juin pour planter. Et moi, je pense que l'espoir est permis. Les expériences ont montré que lorsque la forêt est complètement détruite et qu'on la remet en place et qu'on l'entretient, elle se régénère. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, professeur, pour tous ces différents développements. Nous avons écouté avec soin et nous rappelons à tous ceux qui sont sur la plateforme que dans quelques jours, la vidéo de ce webinaire sera mise en ligne et vous pourrez le revoir afin d'apprécier à nouveau toutes les recommandations du professeur Satogina. Professeur, avant de vous demander de partager avec nous votre dernier mot, il semble que M. Medaro a une dernière question à poser. Monsieur Medaro, nous vous donnons la parole. Je dis merci pour votre intervention. J'ai une proposition à faire. En fait, si il y a possibilité, il faut que l'État instruise les communes à faire un répertoire, avoir un répertoire pour les domaines publics disponibles, ou bien les réserves. Je suis sûr que dans les communes, il y a des réserves et qui sont là et qui n'ont pas, il n'y a pas encore un projet sur cette réserve-là. Si au niveau des communes, on peut mettre à disposition ces réserves et demander aux bonnes volontés, ben, les gens, je suis sûr, les gens sont prêts à mettre de l'argent dedans ou bien à participer au reboisement. Mais si au niveau des communes, les communes disent par exemple qu'il y a tel nombre ou bien telle superficie de réserve disponible, et si quelqu'un souhaite reboiser, bien, bon, un truc comme ça, ce serait bien. Je pense que ça doit venir de l'État central. C'est l'État qui doit instruire les communes et à faire le point des réserves administratives qui existent. Et s'il faut exploiter une partie pour le reboisement, je pense que c'est un pas. Donc, c'est une proposition. Merci beaucoup, Monsieur Medaro, pour votre suggestion. Professeur, avez-vous un commentaire sur cette suggestion? Oui, c'est bon. C'est une très belle suggestion qu'il a faite. Hein. C'est une très belle suggestion qu'il a faite. Le problème, c'est que, excusez-moi le terme, mais nos communes sont gourmandes et vendent tous les espaces communaux. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a même pas d'espace pour pouvoir faire des petits jardins communaux. Voilà un peu. Donc, sinon, c'est une très bonne proposition qu'on se dise, bon, l'espace communal est de telle superficie et X% de cette superficie doit être reboisée pour avoir de la forêt qui va nous générer de l'oxygène. On peut avoir ça comme démarche, c'est une très bonne solution, je pense. Mais vous allez voir des communes où ils préfèrent vendre les espaces dans les lotissements et empocher les sous. C'est toujours le problème économique. Ouais, un peu. Donc, notre problème, ce n'est pas environnemental, hein. C'est d'abord le problème économique que nous avons. Donc, sinon, c'est une très bonne proposition. On sait qu'est-ce que c'est comme domaine forestier dans chaque commune, on sait. Mais les communes ont effectivement des domaines qu'on peut reboiser en plus. Mais les domaines forestiers ne sont même pas encore complètement reboisés. Donc, cette étude qu'on doit faire au niveau de chaque commune pour voir quel espace on réserve pour l'agriculture, quel espace on réserve pour l'urbanisation et quel espace on réserve pour les autres aspects de la protection de l'environnement, ça n'existe pas très clairement. Donc, je crois que c'est aussi à faire. Sinon, votre proposition est bienvenue. Merci beaucoup, professeur, pour votre commentaire. Avez-vous un mot de fin à l'endroit de tous les jeunes d'Afrique de l'Ouest qui vont voir ce webinaire, qui vont suivre ce webinaire? Avez-vous une recommandation, un dernier mot à l'endroit de tout le peuple africain? Oui, merci beaucoup, M. Zavounou. Merci aussi pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec les jeunes. Je pense que la gestion des puits de carbone et forestiers et marins est une question cruciale. Je pense que cette importance n'est plus à démontrer. La nature nous montre ce qu'elle sait faire pour stabiliser le CO2 dans l'atmosphère. Les forêts et les océans sont normalement conçus par la nature pour absorber le CO2 naturel. Le CO2 est émis naturellement par les êtres vivants sur Terre. Et les tremblements de terre qui libèrent à travers les volcans le CO2. Donc, l'activité humaine, l'activité naturelle
émettent déjà du CO2 et la nature a prévu des systèmes pour les réguler dans l'atmosphère pour ne pas avoir un réchauffement naturel dégradant pour l'environnement. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a augmenté ce volume-là. Et ce volume empêche donc le système naturel de se rééquilibrer. C'est le problème du changement climatique et du dérèglement climatique. Donc, la nature se réchauffe plus qu'il ne faut parce que le CO2 est un gaz à effet de serre qui réchauffe. Et puisqu'on a augmenté son volume dans l'atmosphère, la nature se réchauffe plus. Puisque le réchauffement naturel se fait avec le CO2 naturel qui est retrouvé dans l'atmosphère. Mais on a ajouté à ce volume qui le dérègle. À travers quoi? À travers nos activités économiques. Et cela compromet la vie sur Terre actuellement. Les jeunes ont un rôle important à jouer en cherchant donc à s'intéresser aux activités qui vont nous permettre de réduire le CO2 dans l'atmosphère. Et réduire le CO2 dans l'atmosphère, on va imiter un peu la nature. Imiter la nature en faisant quoi? En l'aidant à retrouver sa capacité d'absorption. Comment faire pour nettoyer les océans? Comment faire pour reboiser? Quelles sont les activités génératives de revenus que nous pouvons faire pour que, en même temps que nous donnons une justification à notre exigence de vivre à partir de nos activités économiques, qu'on contribue parallèlement et dans le même sens à la protection de l'environnement. Ça, c'est possible. Des jeunes le démontrent et l'ont démontré sur tous les continents. Et on en a besoin de plus sur le continent africain parce que on n'émet pas plus de CO2 que les autres continents, mais malheureusement, on souffre dangereusement plus que les autres parce que nous n'avons pas assez de moyens pour nous protéger, on n'a pas assez de moyens pour devenir résilient. Alors, la seule chose qu'on peut faire, même si on nous demande de polluer, excusez-moi du peu, on n'a même pas les moyens de polluer. Parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en place des industries qui polluent, parce qu'on est pauvre. Donc, je pense que sans être une résignation, on peut tout au moins chercher des activités qui vont nous permettre de pouvoir protéger l'environnement immédiat. L'activité génératrice au niveau des forêts, permettant aux jeunes de rentrer dans la chaîne de la protection de l'environnement. Même si c'est peu, c'est quand même significatif au niveau local pour que notre environnement soit sain. Donc, j'encourage les jeunes à s'organiser pour y arriver. Les débats sur la protection de l'environnement est un débat mondial. Les dégâts sont graves et criards. Tous les chiffres sont alarmants, mais pourtant, la communauté internationale regarde ailleurs. Lorsqu'on montre les chiffres, tous ceux qui doivent agir pour que ça change, ils regardent ailleurs et font des déclarations liminaires. Regardez, la dernière fois qu'on a fait la COP au niveau des pays du Golfe, on a confié la COP à ceux qui sont même le cœur du problème et ils vivent du pétrole. Vous avez vu comment on a failli ne pas avoir un accord. Mais on a fini par jouer les prolongations pour arracher un pseudo-accord au niveau mondial. Voilà les problèmes que nous avons actuellement au niveau mondial. Donc, les jeunes, le tableau est sombre, les espaces sont permis. Moi, je vous encourage à vous organiser dans ce que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez faire existe. Des fonds existent également pour vous permettre de vivre de ça. Et par conséquent, il faut y aller. Je vous encourage et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Satoguina, pour toutes vos recommandations. J'espère que beaucoup de jeunes comme moi qui étaient sur la plateforme et qui vous suivront demain, une fois que la vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube, pourront profiter de ces recommandations et pourront les mettre en application. Nous profitons de l'occasion pour remercier également tous ceux qui étaient avec nous à l'occasion de ce 21e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Et nous rappelons que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram et consorts, ou vous pouvez nous écrire directement par WhatsApp au plus 229 60 22 94 94, au plus 229 60 22 94 94, ou nous écrire directement par mail à l'adresse mail marketing@solasolution au pluriel .africa.com, marketing@solasolution au pluriel .africa.com. Une fois de plus, merci à tous d'avoir été des nôtres et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Merci à vous, professeur.